Euh, Ravi de vous avoir pour cette dernière session avec moi. Dans un premier temps, on va aborder l'examen sous deux formes principales, hein, la forme pratique, la partie formelle et la partie fonctionnelle, donc l'examen en lui-même et quels sont les types de questions que vous allez rencontrer. Tout d'abord, sur la partie forme du devoir, il s'agit d'un devoir sur table, donc un devoir qui sera à rédiger de manière écrite. Ce sera pas un QCM, donc il n'y aura pas de choix possibles aux différentes questions, mais ce sera bien un contexte qui vous sera exposé dès le départ concernant l'examen que vous allez passer. Et on va vous demander une rédaction de votre part sur les réponses qu'il est possible de fournir pour les différentes questions posées. Les questions seront sur le contexte du projet qui vous est exposé et c'est ce sur quoi vous devez vous baser pour proposer des réponses. Donc il s'agit bien d'un cas pratique, un cas pratique pour lequel les questions parfois on pourrait s'affranchir du contexte, mais il est toujours préférable de bien se rattacher à ce qui est proposé. Si en effet vous n'êtes pas j'y reviendrai, hein, mais si vous n'êtes pas du domaine du contexte proposé, que vous n'êtes pas à l'aise, essayez dans votre tête de transposer le contexte à un contexte qui vous est plus familier. Si par exemple, si le cas traite de logiciels informatiques, mais que vous êtes plutôt dans le contexte du design ou de la restauration, euh, l'idée est que vous puissiez vous rattacher à votre contexte à vous et vous essayer de vous poser la question par rapport à ce contexte-là de manière à trouver les réponses et du coup de bien quand même montrer à l'examinateur que vous vous rattachez au contexte du sujet. Toujours pour la forme, l'examen aura lieu jeudi prochain, donc pas cette semaine mais la semaine prochaine. Il me semble que c'est à 10 heures. On vous demande de vous connecter une demi-heure avant. L'idée de pouvoir bien troubleshooter, que votre connexion fonctionne. L'idée aussi de vous demander d'allumer la caméra durant l'examen, puisque l'examinateur, les personnes qui vous surveillent, pardon, vont devoir vous voir. Derrière tout ça, on aimerait voir que vous puissiez être la personne en question. Euh, soyez disposé à présenter une pièce d'identité. Ce n'est pas systématiquement demandé, mais l'idée est de pouvoir bien confirmer l'identité de la personne qui passe l'examen. Concernant l'examen en lui-même, vous avez le droit d'utiliser n'importe quel support de formation. Tout support que vous avez utilisé, soit votre cahier parce que vous avez pris des notes, soit les documents numériques que vous avez rédigés, soit même les documents qui ont été fournis durant cette formation, que ce soit le support en direct de l'application Rework ou même les PDF que vous obtenez à télécharger. Tous ces supports sont autorisés durant l'examen. Après, l'idée est de pas, surtout par rapport à l'application Rework, de pas se dire bon bah c'est pas grave, j'y retournerai dessus. Il suffit qu'il y ait des lenteurs de connexion ou et que justement et c'est pas simple de forcément défiler dans l'application. Il est quand même en tête ce dont vous devez savoir par rapport à cette formation et ne pas forcément se reposer sur le fait que vous allez pouvoir retourner sur l'application. Un conseil de ma part. Euh, cette formation, elle est piégeuse dans le sens où, alors vous avez plusieurs questions, donc de 5 à 20 questions, mais peu importe le nombre de questions, souvent les candidats se font piéger par le manque de temps. Donc pour ça, il y a une astuce, alors une astuce que j'ai pas inventée, hein, mais elle est simplement de diviser hein, le nombre de questions par le temps qui vous est alloué et de vous chronométrer ou d'afficher un minuteur. L'idée quelque part, si sur les 2 heures, on vous demande de répondre à 10 questions, dites-vous que vous en avez 11, vous divisez donc ces 120 minutes par 11 et vous obtenez le temps à allouer pour chaque question. Cela vous permettra d'être sûr d'allouer un temps équivalent à chaque question et que si du coup vous perdez du temps sur une question, vous passez à une autre, ça vous permettra au moins de balayer l'ensemble des questions
Et sur les questions sur lesquelles vous êtes à l'aise, vous allez y répondre plutôt rapidement. Celles où vous êtes moins à l'aise, vous allez mettre peut-être un peu plus de temps. Ça vous permettra à la fin, sans doute, de pouvoir vous rattraper, mais au moins d'avoir eu la chance de pouvoir répondre, ou en tout cas d'avoir pris connaissance de toutes les questions. Donc, vous allez utiliser votre ordinateur principalement pour vous connecter à cette classe virtuelle pour réaliser vos réponses à l'examen. Un ordinateur est branché à l'électricité, pensé à être muni, ou en tout cas être branché, hein, ne pas avoir de panne de batterie. C'est arrivé que des candidats qui n'étaient pas forcément chez eux avaient oublié du coup ce câble qui permet de relier l'ordinateur portable à l'électricité et ils n'étaient pas en mesure de fournir dans le temps imparti la réponse à l'examen. Et pour cette raison suffisamment bête, ils ne l'ont pas obtenu. Donc ce serait bête de ne pas l'obtenir pour cette raison-là. Donc soyez disposés à, à avoir une batterie chargée ou un ordinateur bien branché. Euh, Vous serez donc on va vous fournir un sujet et aussi un document de réponse. S'il est possible pour vous, pour éviter de naviguer entre deux pages, en tout cas deux documents, si vous avez la possibilité d'avoir un deuxième écran, cela vous aidera fortement, parce que ça vous permettra de gagner un petit peu de temps. Après, c'est pas une obligation, hein. L'examen est tout à fait possible d'être réalisé sans même avoir un deuxième écran, mais si vous avez cette possibilité, cela pourra vous aider. Pour la forme, voilà ce que j'avais à vous partager. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bonjour, Joy. Oui, Euh, Très bonne année, du coup. merci à toi Euh, aussi. Merci. Donc, ma première question, c'est de savoir, est-ce que les questions seront dépendantes? Les questions ne sont pas dépendantes. Néanmoins, il est possible d'avoir d'une question à l'autre des réponses qui vont se croiser. Grosso modo, parce que là où je veux en venir, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se répéter sur une partie de la réponse sur deux questions différentes. Euh, une question pourrait porter sur comment vous vous organisez pour gérer une équipe. Ben, vous allez dire que pour organiser une équipe, je propose d'avoir des réunions hebdomadaires pour réaliser un suivi de type comité projet et des réunions qui vont s'y ajouter. Donc quelque part, vous allez parler du formalisme de ce que vous allez utiliser comme outil pour répondre à cette question. Et une autre question pourrait être quels sont les moyens de communication que vous utilisez dans votre pour gérer ce projet? Ben, il y aura toute réponse possible, plus vous direz, ben voilà, je organise aussi des réunions de type comité de pilotage et comité de projet. Voilà, c'est deux questions différentes. Dans les deux, vous allez exposer qu'il y a un comité projet, mais ne vous empêchez pas de dire ah ben j'ai dit comité de projet dans l'un, bah faut pas que je le dise dans l'autre. Non, la réponse est possible dans les deux. Donc c'est pour ça que parfois on peut se dire bah j'ai déjà répondu au comité projet à l'un, du coup bah je vais pas le dire à l'autre. Non, comité projet est valable pour l'un et valable pour l'autre. Ce n'est pas que la réponse, mais il n'y a pas forcément de dépendance entre les questions. Donc c'est là où je voulais en venir. Il n'y a pas de dépendance entre les questions et il est possible de répondre des parties de réponse si cela vous paraît cohérent dans plusieurs questions possibles. D'accord, merci. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la forme? Alors sinon, on va aborder les types de questions que vous pourrez approcher. Alors je ne dispose pas des examens hein, proprement dit, mais on m'a fait vendre différentes questions qui étaient possibles d'avoir.
Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu recensé ce que je peux vous dire, qui n'est pas forcément une absolue vérité, mais au moins ça vous guidera sur la manière de réponse aux différentes questions. Prenez déjà en compte que l'examinateur veut savoir que vous raisonnez comme un ou une chef de projet. C'est l'idée de départ. On examine des personnes qui passent une certification en gestion de projet généraliste. On n'examine pas un chef de projet informatique ou un chef de projet design. L'idée est de pouvoir comprendre que vous avez cette aptitude à réfléchir comme une ou un chef de projet. Cette aptitude à donner des clés qui vont faire comprendre à l'examinateur que, ah bah oui, cette réponse, il y a forcément un chef de projet qui se cache derrière. C'est pour ça que il n'y a pas de réponse type, il n'y a pas de réponses qui vont venir découler d'une définition que j'ai proposée dans la formation. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de réciter du par cœur. Néanmoins, dans ce que vous allez donner en termes de réponse, il y a des mots-clés, des éléments, des outils, des méthodes généralistes de chef de projet qui, normalement, s'appliquent à n'importe quel contexte. Et c'est ce que l'examinateur veut voir. On va balayer les types de questions possibles, du début du projet à la fin du projet. Et quelque part, par exemple, on pourrait commencer avec une question du type comment vous analyseriez le cahier des charges, comment vous allez organiser le travail pour chaque étape dans un projet. Ce genre de questions vous amène à répondre, par rapport au cahier des charges notamment, que le cahier des charges, vous pouvez déjà découler ce que vous savez du cahier des charges. Le cahier des charges, il contient le contexte, les objectifs, les contraintes, le délai qui est nécessaire pour le projet. Donc pour l'analyser, l'idée est de pouvoir euh, extrapoler un petit peu chaque élément de ce document. Euh, pour analyser chaque élément de ce document, l'idée est de pouvoir peut-être en arriver à une problématique et à se poser la question du pourquoi du projet et quelque part de ce que va dérouler le projet, quels sont les livrables qui vont être attendus. Derrière cette réponse, on comprend que déjà, vous avez compris ce qu'est un cahier des charges, ce qu'il contenait. Maintenant, en termes de réponse aussi, vous pouvez apporter le fait que vous allez reformuler la compréhension du projet, puisque quelque part, pour organiser le travail du projet pour les différentes équipes qui vont fournir des services par rapport à ce projet, l'idée de vous approprier le projet, de le comprendre, mais aussi de le recracher, de le retransmettre. Le fait que vous le retransmettiez avec vos propres mots montre que ce projet est le vôtre, que vous le portez, et que quelque part, vous ne faites pas juste je prends de l'info, je transmets. Non, vous prenez de l'info, vous la digérez, vous l'analysez, et c'est comme ça que vous allez organiser vos équipes. Cette équipe va faire telle chose, donc avec vos mots à vous. Cette équipe va faire telle chose, avec vos mots à vous. Et quelque part, le fait que vous proposez à l'examinateur de vous approprier le projet pour le reformuler afin de mieux le retransmettre, ça permet à l'examinateur de comprendre que oui, vous avez pris à cœur ce projet et que pour organiser le travail en équipe, vous allez donc affecter donc le travail par rapport à ce que vous avez compris du projet et pas de ce que quelqu'un vous a dit de faire. Donc ça, c'est déjà important de le faire. Ensuite, il y a une problématique. Donc derrière chaque contexte, je prends le contexte, on va prendre un logiciel de facturation qu'on doit changer. La problématique derrière le changement du logiciel de facturation, c'est est-ce que on veut un logiciel plus performant, on veut un logiciel plus joli, moins coûteux. Derrière ce que le commanditaire vous aura dit au travers du cahier des charges, vous aurez compris quelle est la problématique que toutes les personnes du projet, toutes les personnes qui travaillent au sein du projet vont devoir s'approprier et suivre comme un fil rouge. Grosso modo, la problématique est la question que chaque personne doit se poser à chaque fois qu'il fait une réalisation du projet. Donc s'il s'agit de changer un logiciel de facturation
pour en avoir un qui est plus user-friendly, quelque part plus utilisable, plus joli, plus ergonomique, quelque part, à chaque fois la problématique va être remplacement d'un logiciel plus performant et plus du coup utilisable au quotidien. Donc à chaque fois le développeur va lui travailler dans son coin pour réaliser ce logiciel de facturation, il va penser à quelle est la problématique que m'a dit Philippe par rapport à ce projet. Oui, oui, c'est vrai qu'il faut qu'il soit plus performant, plus joli. Donc bon, là, je vois que c'est un peu trop carré. Je vais faire en sorte à travailler le sujet. La personne qui va travailler sur la partie design, pareil, c'est la question qu'elle va se poser. Donc quelque part, cette problématique doit être ancrée. Donc c'est une problématique que vous, en tant que chef de projet, vous allez proposer. Et c'est une question que chaque membre de l'équipe projet va devoir intégrer lorsqu'il réalise le projet. Ces réponses-là, hein, tout ce que je viens de vous dire, va permettre de répondre à comment vous allez organiser le projet, le travail en étapes pour ce projet. Est-ce que vous avez des questions? Un autre type de question pourrait être lié aux contraintes. Quelles sont les exigences à prendre en compte dans le projet? Comment évaluer aussi les moyens qui sont nécessaires? Quels sont les objectifs à atteindre? Quelque part, lorsqu'on parle de moyens, derrière, dans un projet, alors on ne travaille pas encore avec des robots, l'intelligence artificielle arrive, mais c'est pas encore ça. Mais quand on parle de moyens, on parle de compétences. Donc quelque part, quand on vous demande comment évaluer les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs du projet ou les objectifs du cahier des charges, quelque part, c'est comment évaluer les moyens qui sont nécessaires pour que le projet soit là, pour que les livrables soient là. Donc ça fait partie aussi de l'analyse et de se dire que le cahier des charges, voilà, il nous faut ci, ça, dans ce coup-là, dans ce délai-là. Quelque part, c'est de dire, euh, il me faut une personne pour tant de temps, et ensuite il me faudra une personne pour tant de temps, etc., etc. Donc, évaluer les compétences, c'est évaluer les personnes nécessaires, le matériel nécessaire, la durée qui va être associée à chacune de ces personnes et à ce temps, et aussi, du coup, ça permettra d'englober l'ensemble des ressources qui sont nécessaires, donc les ressources pécuniaires. Donc, à ça, on va pouvoir y associer un chiffre, et quelque part, c'est ce qui va être utilisé pour réaliser le business case. Et ça, c'est la partie, en effet, pécuniaire, en termes de moyens. Ensuite, il y a la partie des étapes. Donc, les étapes, le calendrier, c'est ce qui va permettre de réaliser un planning. Donc, le planning est un outil qui va être utilisé aussi comme un moyen de bien piloter le projet, un moyen de bien atteindre aussi les objectifs du projet. Le fait et ça on en a parlé durant la formation, de subdiviser le projet en étapes, en lots de travaux, vous permet de mieux suivre le projet. Lot de travaux est un terme qui parfois, hein, je l'entends parmi les apprenants, on n'arrive pas à le comprendre. C'est pas grave. Utilisez un terme que vous comprenez vous. Subdiviser le projet en étapes, ça, n'importe qui le comprend. Subdiviser le projet en sous-étapes ou en sous-phases, on comprend que de sous-phase, c'est ce qu'il y a sous une phase. Donc, vous cassez pas la tête à essayer d'expliquer ce qu'est un lot de travaux, etc. Moi, je vous ai donné la définition qui est nécessaire. Je sais que beaucoup de personnes ne sont peut-être pas à l'aise avec ce mot. Utilisez les mots que vous trouvez le plus appropriés pour bien schématiser cet aspect-là. Donc, subdiviser un projet en étapes avec des différentes échéances qu'on appelle aussi jalons, c'est un moyen de bien atteindre l'objectif du cahier des charges. Et par rapport aux contraintes et aux exigences, ceux-là font aussi partie de ce que vous allez mettre dans vos ressources, dans ce qui est vos moyens humains, mais aussi vos moyens matériels, mais aussi par rapport aux différentes étapes à réaliser dans le projet, aux différents jalons. Donc, les contraintes sont aussi matérialisées par les contraintes de temps, les contraintes de délai, ou les contraintes aussi en termes de planning, savoir que durant une certaine phase, une certaine étape dans l'année, une équipe n'est pas disponible ou le métier n'est pas disponible. Voilà, ça fait partie des contraintes à prendre en compte. Et pour atteindre les objectifs du cahier des charges, l'idée est aussi, donc on a le planning, on a les personnes,
Mais maintenant, il faut l'organiser. Donc derrière tout ça, il faut aussi mettre en place un moyen d'échanger ensemble. Donc un moyen de communiquer, un moyen de faire partager des informations entre les équipes ou entre vous, chefs de projet, les chefs d'équipe et les équipes. L'idée derrière tout ça, hein, derrière cette réponse, on peut dire qu'on met en place un outil collaboratif dans lequel l'ensemble des livrables est mentionné, où chaque personne est capable de pouvoir communiquer sur l'avancement de son activité et qui va remonter au chef de projet. Et tout cela va permettre d'alimenter le contenu du comité projet qui va permettre un suivi du projet. Ça, cette réponse-là, euh, c'est une phrase, vous l'avez tous compris, et derrière cette phrase, un examinateur saura, bah, ok, c'est une idée qu'a un chef de projet, un ou une chef de projet. Il n'y a pas de casse-tête derrière. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce type de réponse? Moi, j'ai une. Bonjour Joy. Oui. Bonjour tout le monde. J'ai une question un peu voilà, qui découle de tout ça. Est-ce qu'on va avoir beaucoup de chiffres à traiter? Est-ce que la question du budget, est-ce qu'il va y avoir des calculs nécessaires à faire? Est-ce qu'il faut qu'on s'entraîne un peu avec nos petites formules de calcul du ROI, des choses comme ça? Voilà, moi, c'est ma petite crainte parce qu'on peut vite se planter en fait. C'est une très bonne question. Il faut vous équiper d'une calculatrice scientifique NEC plus ultra. Non, je rigole. Il n'y a pas de calcul qui va vous être demandé. C'est en effet trop piégeux. Alors, je l'ai vu moi avec vos réponses sur le calcul du ROI. On peut tomber sur le bon résultat, on peut ne pas tomber sur le bon résultat. Euh, mais en effet, euh, et surtout parce qu'en fait, le ROI est un calcul qui est propre à chaque entreprise. Chaque entreprise, moi, je vous ai donné la formule la plus simple qui existe, mais chaque entreprise va y mettre ses paramètres, un salarié qui est en CDI ou un intérimaire, ou bien une personne qui est en consulting, qu'on paye à la journée. Donc c'est beaucoup trop complexe. Donc ce genre de calcul, non, pour y répondre, il n'y aura pas de calcul demandé pour l'examen. Donc soit sans crainte. Et je pense que tu n'es pas la seule à être contente de ce genre de réponse. Mais oui, en effet. Donc non, pas de calcul qui sera demandé. On peut parler du ROI en disant, ben, si une question est liée à justement comment mesurer qu'un projet est rentable, ben, on peut tout à fait dire, ben voilà, pour qu'un projet soit rentable, il suffit d'asseoir l'investissement réalisé par l'entreprise par rapport à ses bénéfices au travers du calcul du retour sur investissement. Voilà, c'est une réponse qui est assez simple. Il n'y a pas de voilà, c'est pas du par cœur, mais le fait de prononcer ce mot retour sur investissement, c'est prononcer en fait le fait qu'il y a un paramètre qui est pris en compte pour ça et qui est inscrit dans le business case. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce que je viens de dire? Moi, je voudrais ouais, juste du coup commenter un petit peu les directives que tu nous donnes par rapport à l'examen. En Oui, gros, ça va être beaucoup de la rédaction, quoi. Finalement, on va beaucoup rédiger. tout à fait. Est-ce qu'on aura aussi voilà, les tableaux éventuellement à fournir ou Alors, c'est pas sur le format, ouais, parce que je suis pas, j'ai loupé le tout début. non, Donc, non, non, pas de souci. Alors, voilà. c'est pas nécessaire. En tout cas, on vous demandera pas de reproduire un cahier des charges sous forme de tableau. On vous dira pas de réaliser un tableau pour proposer une réponse. Si un tableau est nécessaire pour appuyer votre réponse, faites-le, mais faites-le de manière efficace. Ne perdez pas de temps à faire du beau, du joli, parce que faire un tableau, si on n'est pas à l'aise, ça peut aussi prendre du temps. L'idée est d'être efficace. En effet, dans pas mal de questions que je vous proposais durant les mises en pratique de cette formation, souvent la forme du tableau, c'est ce qui paraissait le plus simple à produire, puisque c'est lisible. Mais par rapport aux questions qui vont vous être posées, à vous de vous dire, bon, bah, oui, c'est bien de faire un tableau parce qu'il faut lier ce qu'il y a à gauche vers ce qu'il y a à droite, en effet. Mais si c'est pas nécessaire, ne vous cassez pas la tête.
En tout cas, ce n'est pas expressément demandé. Est-ce qu'il y a Jay, des questions? Oui. oui, j'ai une question sur la rédaction des réponses, justement. Elles seront écrites où? Ça sera sous format Word ou il y aura une interface pour répondre directement? Alors, c'est un document qu'on va vous transmettre. Le format exact, je le connais pas, mais vous allez pouvoir rédiger dessus. C'est un format classique. Il n'y a pas besoin de disposer de la licence Office euh, ou autre. Euh, je sais même pas vous dire si ce sera en ligne et vous enregistrez, ils l'ont. Je pense que c'est plutôt quelque chose qu'on va vous. Alors, ça peut-être changer en cours de route, mais qu'on va vous transmettre. Vous rédigez dessus et vous le renvoyez par mail. Normalement, ce sera comme ça. Mais vous inquiétez pas sur le format. J'ai pas eu enfin, en tout cas, de partage de contraintes par rapport à un format qui était propriétaire et du coup, la personne n'a pas pu rédiger. Je pense que ce sera plutôt un format libre et qui est possible d'ouvrir avec n'importe quel outil. Donc, non, pas d'inquiétude là-dessus. Mais il faudrait qu'un jour je participe à un examen pour voir vraiment comment ça se passe, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément de repères par rapport à ce genre de questions, mais je sais qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ok, merci. Une question sur les méthodologies. Donc là, c'est sur Oui. les cours. Est-ce qu'il faut qu'on connaisse en détail les méthodologies, comment les appliquer ou il n'y a pas besoin? Alors c'est important d'apprendre Prince2 par cœur. Il y aura une question sur Prince2. Et en effet, pas du tout. Non, l'idée, en effet, il n'y aura pas de questions spécifiques sur les méthodologies. Ce que la formation propose, ce que je vous ai partagé durant cette formation, c'est les fondamentaux de la gestion de projet. Quelque part, ça reprend un petit peu des méthodes Prince2 et un petit peu d'ailleurs, et pour en faire quelque chose de complet. Donc c'est déjà quelque part comme si c'était une méthodologie. Je vais pas l'appeler méthodologie Joy Quartang, ce serait pas vrai, mais c'est une méthodologie qui est générique et applicable dans n'importe quel contexte. Donc on va pas vous poser. Il est possible que vous appuyiez une réponse en disant, ben voilà, dans ce contexte-là, moi j'appliquerais bien la méthode agile avec ce genre de réunion, etc., pour dire que vous organisez le projet de cette manière-là. Mais ce n'est pas demandé. Ça ne sera pas demandé. Je doute qu'on vous demande quelle méthodologie utiliser pour ce projet. Parce que les méthodologies, moi, je vous en ai exposé quelques-unes, ce que je trouve de plus important, mais il en existe plein d'autres. Difficile de dire qu'en tant que chef de projet, pour travailler en tant que chef de projet, on a besoin de connaître toutes les méthodologies qui existent. C'est pas vrai. Donc, de ce postulat-là, on ne vous demandera pas ce qui est important de savoir sur les méthodologies. Par contre, tout ce que vous devez savoir, c'est en effet, un projet, c'est un cahier des charges, un business case, des comités de pilotage, des comités de projet. Ça, c'est inhérent à n'importe quelle méthodologie projet. Ok. D'autres questions? J'ai une petite question. Ah, pardon. Ludivine, tu veux peut-être prendre la parole? Ah non, pas du tout. Ah, parce que ton micro était ouvert. J'ai une petite question, complètement rien du tout la question, mais à un moment donné, sur un des documents, j'ai vu, c'était justement sur le budget. Alors, il y avait budget prévu, budget consommé, etc. Et en fait, il y avait deux colonnes, c'était prévision et estimation, et on avait les mêmes montants. Est-ce qu'il y a une différence réellement entre... Enfin, c'est quoi la différence en fait? Pourquoi il y avait deux colonnes, prévision et estimation? Alors, il est possible d'avoir donc en effet un budget prévisionnel et donc il y a le budget alloué, le budget prévisionnel et voilà, il y en a trois. Du coup là tu me poses une colle. Je pense que je vais retrouver, ça m'évitera de faire des bêtises. Budget alloué, budget prévisionnel, budget consommé. Le budget alloué et prévisionnel peut être le même. Le budget alloué est celui qui est approuvé donc, par l'entreprise. Donc c'est le budget que l'entreprise dit, mais voilà, pour ce projet, il faut tant. Si en effet, lorsque tu démarres le projet et que en termes de prévisionnel, donc en gros en termes de perspective, tu es sur la même tendance que le budget alloué prévisionnel peut être le même. C'est pas un souci. En revanche, le budget consommé,
il est pareil que le budget prévisionnel, en tout cas, il est de même ordre que lorsqu'on arrive à la fin du projet. Sinon, le budget consommé est en deçà. Je pense qu'avec un livreur. Pardon, mais de toute façon, au pire, je reverrai dans le live parce que j'ai été interrompue. Je viens de voir, en effet. Non, simplement pour dire que le budget alloué et le budget prévisionnel peuvent être similaires. Le budget alloué qui a été approuvé par l'entreprise, pardon, le budget prévisionnel qui est la perspective. Donc, il est possible que ce que donne l'entreprise et la perspective soient les mêmes pendant un certain temps. Il se peut que ça change, mais pas d'inquiétude. C'est tout à fait possible d'avoir ces deux budgets similaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais dérouler sur les autres types de réponses possibles. Je sais qu'il est possible d'avoir des questions par rapport à la planification, à la structure des réunions de travail, à la résolution de problèmes, à comment s'organise un projet pour prendre des décisions, et aussi par rapport aux objectifs des différentes réunions pour faciliter un petit peu la communication, un petit peu aussi les échanges dans les équipes. Quelque part, lorsqu'on parle de planification, de structure, de réunion de travail, l'idée derrière tout ça est qu'on veut savoir comment vous allez vous organiser, comment vous allez définir ce que sont vos réunions au sein du projet. De base, du départ, c'est important de dire que pour une réunion type, il faut tout de suite poser les objectifs de chaque type de réunion. De se dire que pour une réunion de type comité de pilotage, l'objectif de la réunion, c'est ça. On veut obtenir ça à la fin. L'objectif d'un comité projet, l'idée est de pouvoir réunir les équipes et projets opérationnels de manière à bien suivre le projet de près, bien suivre les indicateurs qui sont inhérents à la réalisation du projet, contrairement au comité de pilotage, par exemple, qui est plus à au niveau de la direction, donc avec des indicateurs plutôt haut niveau. Donc derrière les réunions de suivi, vous pouvez dire que l'objectif est de suivre l'avancée des différentes activités, des différents lots de travaux, des différentes phases ou sous-phases du projet, et donc de bien suivre que le projet avance de manière attendue, et sinon de pouvoir indiquer ce qui va changer dans les paramètres du projet. Ensuite, vous pouvez dire qu'il existe plusieurs types de réunions possibles, donc les comités projet, comité pilotage, ça ce sont des types de réunions. Il existe des réunions de type individuel, donc que vous allez avoir en one-to-one avec une personne pour traiter un sujet en particulier. Il y a aussi des réunions de type collective, et que chaque réunion, peu importe le type, doit découler sur un compte-rendu rédigé qui va préciser l'implication des personnes qui sont présentes durant la réunion, mais qui vont aussi préciser aussi les différentes actions qui sont attendues et par quels acteurs. Donc ça, c'est important de dire que chaque réunion de travail doit être structurée de cette manière-là. Ça apporte de la structure par rapport à vos réunions. Il existe donc un rédacteur du compte-rendu. Le rédacteur est principalement la personne qui va initier la réunion, donc ça c'est important de le préciser aussi, et que quelque part, c'est comme ça que vous organisez, vous, le projet qui est proposé. Ça, c'est un type de réponse que vous pouvez partager. Ensuite, je parlais de la résolution de problèmes, comment vous allez organiser la résolution de problèmes ou la prise de décision au sein du projet. Alors, c'est tout simple. C'est vrai que la résolution de problèmes, moi, je l'ai partagé dans la formation avec deux méthodes possibles, soit diagramme d'Ishikawa, soit la méthode des 5 pourquoi. Il existe d'autres méthodes, hein. Elles sont pas exclusives, mais peu importe la méthodologie choisie, ce qu'un examinateur veut voir, c'est comment vous allez préparer un petit peu les équipiers projets à la résolution de problèmes. Donc, peu importe ce que vous choisissez comme méthode pour résoudre les problèmes, l'idée est que vous puissiez dire si un problème existe au sein du projet, déjà au départ du projet, sans même avoir identifié de problème à proprement dit, je prépare les équipes à la méthode qui va être utilisée pour la résolution de problèmes. Dans mon cas, je choisis Ishikawa, entre guillemets, je peux le choisir. Je choisis Ishikawa. Vous pouvez dire rapidement ce que ça contient, pas forcément obligé, il n'y aura pas de mauvaise réponse par rapport à ça. L'idée est de pouvoir répondre à un problème de manière collective,
je prépare chaque équipier projet à une simulation d'un problème pour qu'il puisse bien comprendre comment cela fonctionne, de manière à gagner du temps lorsque le problème survient. L'idée derrière tout ça est de dire, ben voilà, je prépare les équipes à, s'il un problème survient, de savoir comment le traiter. Donc, peu importe la méthodologie choisie, donc il n'y a pas de mauvaise réponse sur ce qui va être utilisé comme méthode, mais peu importe la méthodologie choisie, vous préparez les personnes à la résolution de problème. Et c'est ça qui est important de savoir pour un examinateur. Que vous allez pas arriver la fleur au fusil en disant ah il y a un problème. Ah ben du coup qu'est-ce qu'on fait? Non. S'il y a un problème, on va traiter de cette manière-là. Et en plus, vous les avez préparés. Ça c'est important de le préciser. Par rapport aux incidents, c'est pareil. Vous avez des incidents, il y a des revues d'incidents. S'il y a un incident dans le projet, vous savez que vous avez préparé les équipes de projet à remplir le registre des incidents, à enregistrer dans le registre des incidents chaque incident qui survient dans le projet. Donc ça, c'est aussi une manière de dire que vous préparez les équipiers de projet. Ensuite, par rapport à la prise de décision, comment vous préparez, comment s'organise la prise de décision? Vous pouvez dire que la prise de décision au sein du projet peut se faire au travers du comité de pilotage, mais qui est au préalable préparé avec une page qui précise les différentes modalités dont on a besoin par rapport à la décision. Soit c'est un changement dans le projet qui intervient par rapport au planning, soit par rapport à un aspect financier, soit par rapport au contexte, ou soit par rapport à un mélange de ces trois paramètres. Donc, quelque part, c'est comme ça que vous allez pouvoir préciser qu'une décision au sein du projet peut intervenir. Donc c'est bien de dire comment vous allez faire, pour le réaliser. Et c'est ce que l'examinateur veut voir aussi. Le processus de décision, ça va être celui-là. Donc c'est comme ça qu'il faut l'afficher. Ou de dire que vous faites une réunion exceptionnelle parce que justement c'est une décision qui ne peut pas attendre le comité de pilotage. Là aussi, c'est quelque chose que vous pouvez partager. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous exposer? Moi, je parle beaucoup. Moi, j'avais encore une question un petit peu avant sur préparer les équipes pour anticiper une potentielle réponse à un problème, enfin, en tout cas, une méthode pour préparer sur la méthodologie de résolution de problème. Ça signifie que on fait une réunion dédiée, par exemple, avec une équipe. On dit, ben voilà, s'il y a un problème, il va falloir travailler sur qu'est-ce qui pose problème en termes d'environnement, enfin en termes ou de moyens, tous les 5 M de la méthode Ishikawa par exemple, ou pourquoi. C'est ça en gros sur une simulation et ça permet aux équipes, en gros c'est juste ça quoi. C'est ça. Mais par contre, on est obligé de choisir ou on peut présenter d'ailleurs deux manières d'envisager les choses parce que finalement, le résultat est le même, c'est-à-dire qu'on va pouvoir analyser le problème et les circonstances et le pourquoi du comment et déjà anticiper des réponses. C'est clair. Alors, l'idée est qu'on sache comment tu abordes la chose. Indépendamment du fait de la méthode que tu choisis, ça peut être 5 pourquoi, ça peut être Ishikawa, ça peut être autre chose. L'idée est de dire, même si tu dis, j'ai une méthodologie pour gérer les problèmes, mais voilà, l'idée de départ est que avant même qu'on ait un problème, j'organise les équipes à la manière dont on va les résoudre, à la manière à qualifier un problème, le moyen de bien l'identifier et le moyen de le résoudre dans une réunion dans laquelle on réalise une simulation. Là, je t'ai même pas parlé d'une méthodologie. L'examinateur, il sait que, ok, c'est une personne qui s'est organisée ses équipes. S'il y a un problème, les gens ils sont préparés. Je sais même pas de quelle méthode elle parle, mais en tout cas, je sais qu'ils sont préparés. Voilà, c'est l'idée de départ. Ça permet aussi à l'examinateur de comprendre que tu es proactive. Et du coup, tu vas pas attendre le problème pour justement le traiter. Si le problème survient et que t'es pas disponible, que t'es pas là, au moins, voilà, les équipiers projet, eux, ils ont la connaissance, donc ils peuvent le faire. Ok. C'est l'idée. Ouais, faut montrer qu'on a déjà réfléchi à
à ce qui pouvait potentiellement se passer, qu'on a anticipé et qu'on a préparé les choses. C'est un peu comme quand on a fait nos modèles de compte rendu ou de, enfin voilà. Quand- Ah, c'est vraiment ça. Ah, on l'a perdu. Ensuite, alors voilà. Euh, Ensuite, par rapport au système d'information. Donc, comment formaliser la manière euh, dont on travaille par rapport à l'information qui va transiter dans le projet. euh, Comment formaliser le suivi du projet pour que personne ne perde de l'information et que toutes les personnes qui travaillent au sein du projet aient conscience un petit peu de leur mission. Quels sont les documents ou les outils qu'il faut transmettre. Tout ça, ça permet, ça vous permet normalement de penser à la communication. Donc, sur la communication, il y a deux outils majeurs, le plan de communication et la matrice de communication. Vous devez être en mesure de dire, bah voilà, je prépare un plan de communication, sans forcément parler de la matrice, parce que la matrice, c'est vrai que c'est plus complexe, mais ne s'empêche pas d'en parler. Le plan de communication va retracer l'ensemble des échanges, des communications que le projet va devoir émettre à chaque moment important du projet, qui est identifié selon le planning. Donc, d'où le plan de communication. Euh, donc, c'est ce qui va permettre de formaliser de manière initiale le système d'information du projet. Ça, c'est une réponse que vous pouvez apporter. Euh, en termes de, en termes de suivi, ben là encore, on peut peut-être parler des réunions. Alors c'est vrai qu'on en a parlé dans d'autres réponses, mais on peut dire qu'en termes de suivi du projet, on réalise des réunions de manière hebdomadaire, notamment par rapport au comité de projet, pour identifier un petit peu l'avancement du projet, les différentes étapes, savoir s'il y a des éléments qui dépassent un petit peu les paramètres qui ont été proposés. Ça, c'est une manière de réaliser le suivi du projet euh, et aussi pour identifier le fait que chaque membre sache quoi faire. On peut dire que chaque livrable est composé de paramètres qui définit l'ensemble des critères d'acceptance, des critères de chaque livrable qui est attendu pour le projet. Donc chaque élément qui doit être produit dans un livrable est identifié de manière détaillée dans ce livrable. Quelque part, l'idée de pouvoir dire à l'examinateur que une personne qui travaille dans le projet, il a les clés quelque part. Il est pas juste, on lui dit pas juste, ben voilà, va suivre ce formulaire. L'idée est de dire que chaque livrable contient des critères d'acceptance, contient des critères d'exigence, et que pour répondre à ces critères d'exigence, la personne qui va qui travaille pour ce livrable va devoir les suivre. Donc c'est ce qui est important de mentionner. Aussi, on peut parler d'organisation. C'est vrai que un projet, ça peut être plus ou moins gros. L'idée aussi de partager le nom des différentes personnes qui travaillent au sein du projet, d'identifier les différents rôles qui sont qualifiés dans ce projet. Ça permet aux personnes, aux membres de l'équipe, de savoir à qui ils ont affaire et pourquoi. Donc ça, c'est important de le préciser aussi. La mise en place d'outils collaboratifs, ça va aider aussi au formalisme du système d'information, au formalisme aussi des différents livrables qui vont s'enchaîner dans le projet. L'outil collaboratif peut être mis en place de manière à ce que on puisse avoir une vue d'ensemble des livrables du projet et que chaque équipier projet puisse avoir connaissance des différents livrables qui sont demandés. Ça, c'est aussi une manière de partager l'information avec les différents membres de l'équipe. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire encore par rapport à ce genre de questions? En termes de documents, on peut dire qu'il existe des espaces partagés dans lesquels on va stocker les documents de manière à ce qu'ils puissent être accessibles par n'importe quel équipier projet, que ce soit les différentes fiches des tâches, que ce soit le cahier des charges, le planning, tout ça, ce sont des éléments qui doivent être accessibles, ou bien directement avec l'outil collaboratif. Donc il y aura des différentes tâches, les lots de travaux, les détails, les critères de qualité. Aussi, on peut lister les incidents, et même les risques.
Tout ça, c'est identifiable aussi dans l'outil collaboratif. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce genre de réponse? Et enfin, le genre de questions que vous pouvez avoir est par rapport à la clôture du projet. Si vous avez une question du type comment mener la revue du projet, comment analyser les éléments qui ont contribué au projet, sur lesquels on peut capitaliser. Là, on parle forcément de clôture. Donc, vous identifiez clôture et vous vous dites, OK, voilà. Là, l'idée est de produire un document de clôture, de réaliser un bilan du projet qui peut se matérialiser par une réunion. L'idée est de pouvoir recenser les faits importants du projet euh, pour mener la revue avec le commanditaire. L'idée est de partager en avance de phase ce que vous avez, vous, identifié dans le projet. Et l'idée aussi avec le commanditaire d'avoir son avis sur cette revue avant même qu'elle puisse être partagée et publiée. Ça, c'est important. C'est important parce que le commanditaire, on le met souvent un petit peu en avance par rapport aux autres acteurs du projet. C'est important de le mettre, de l'identifier et de partager de manière privilégiée pour que, en effet, il puisse lui donner son avis avant même qu'un document puisse être finalisé. Ça, c'est important. Le document de clôture du projet doit aussi contenir l'ensemble des retours, donc soit de satisfaction, soit d'insatisfaction, et quelque part des personnes qui ont gravité au sein du projet, donc qu'on appelle aussi les parties prenantes. C'est important de pouvoir récupérer des personnes qui ont travaillé dans le projet, mais aussi un petit peu autour, de manière à avoir la vue complète sur le moyen de fonctionner du projet et comment il a été perçu. Donc ça, c'est important. Une autre chose qu'on peut réaliser, c'est pour justement euh, permettre le développement, enfin permettre d'identifier les éléments qui ont contribué au bien ou au non-développement du projet, c'est de dire que vous allez réaliser des entretiens individuels avec les personnes qui ont travaillé dans le projet, aussi des entretiens collectifs pour un petit peu contrebalancer ce qui se dit de manière individuelle. Et l'idée de pouvoir analyser un petit peu les écarts qui se dit entre une personne qui est isolée et, une personne, et les personnes lorsqu'elles sont en groupe. Là aussi, ça permet d'asseoir un petit peu votre professionnalisme en allant dans le détail de ce qui a été partagé, ce qui a été perçu par rapport au projet. Et donc aussi, ça vous permet de capitaliser sur les différents enseignements à tirer, parce que cela vous permet aussi de récupérer de récupérer les points de vue des personnes qui ont travaillé dans le projet et de pouvoir se dire, ben voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut refaire, ça, s'il est possible de le refaire dans un autre projet, c'est très bien, ça plutôt à éviter. Donc voilà comment on peut tirer les différents enseignements et les bonnes pratiques. Est-ce que vous avez des questions? J'ai balayé un petit peu l'ensemble des différentes questions possibles. Est-ce que ça vous paraît compliqué? Est-ce que ça vous paraît simple? Moi, j'ai une autre question. Oui? C'est par rapport à la mesure d'impact et probabilité des risques. Oui? Je remercie Ludivine pour le replay que j'ai écouté attentivement parce que moi, comme elle, j'avais pas forcément très bien compris les schémas, s'ils étaient personnalisables par rapport à des situations ou si c'était des schémas types, quoi. Du coup, merci. Maintenant, je sais que c'est des schémas qui bougent pas. Ce sont des schémas qui bougent pas. Et par contre, j'étais un peu étonnée de voir que même sur une probabilité faible, un impact très grand, très fort, même à 100%, pouvait donner à une situation avec de risques, je crois, presque faible ou médium. Je ne sais plus s'il y avait du vert tout en haut. Je me posais la question parce que quand même, le résultat, quand il y a un risque et que ce risque finalement se traduit par une situation réelle, un incident, même s'il y avait une probabilité très faible et que l'impact est très fort, enfin, j'ai pas de situation en tête, d'exemple en tête, si l'impact est fort, c'est quand même toujours très dommageable pour le projet. Enfin, ça peut. C'est vrai. Forcément.
Mais c'est pour ça qu'il faut le contrebalancer avec la probabilité. C'est là qu'on va avoir la plus grande variable. Si l'impact est très fort, mais qu'il y a peu de chances qu'il arrive, le risque peut pas être qualifié comme critique. Euh, le risque ne peut, peut être qualifié soit comme médium, low, je pense pas, mais en tout cas comme médium à minima. Il était média, Euh, moi je sais plus. J'ai pas le truc en tête. en tout Et cas, ce ça, qui est, potentiellement, on peut avoir des questions d'analyse de risque un peu de ce type-là, genre, ceci- bah voilà, commenter, voilà, un risque, je sais pas, comme l'exemple par exemple de la pluie pour un anniversaire, ou je sais pas, c'est un exemple un peu farfelu, mais sur un projet, voilà, un événement en extérieur et il risque de pleuvoir, mais pas trop parce que c'est l'été, mais quand même, et l'impact que ça a sur l'événement. Enfin, on peut alors, je avoir des pense questions comme ça aussi. Alors, il n'y aura pas de question précise sur identifier les risques du projet. Je ne pense pas. Je pense plutôt qu'on peut utiliser, comme je viens de le dire, par exemple, à la préparation des équipes, aux incidents, à la gestion des risques, de dire que les risques existent, c'est un paramètre à prendre en compte, que les risques sont à mesurer de manière à anticiper les faits, les événements qui peuvent survenir au sein du projet. Mais ce sera tout. En termes de rédaction, on va juste savoir si tu sais ce qu'est un risque, si tu sais à quoi ça sert, et tu sais Là, il va dans me quelle mesurer. mesure il va être utilisé. Et quelque part, de dire que, et de peut-être te rattacher au contexte du sujet et de dire, oui, par exemple, là, je vois j'ai un risque de, et tu peux détailler un petit peu le risque. Ça permettra à l'examinateur de comprendre ce que tu sais, ce qu'est un risque, mais il n'y aura pas une question qui sera explicite en disant, listez-moi les trois risques du projet en Mm. mettant l'impact et la probabilité. Il y aura pas une question aussi précise que ça. Oui, d'accord, c'est plus Mais par sur. contre, tu peux l'utiliser toi comme arme en tant que candidate pour dire ben voilà, je veux lui montrer que je sais ce que c'est et qu'en plus là-dedans j'en vois un. Et du coup, ça répond aussi à la question. Donc, faut pas être hors sujet, mais ça répond aussi à la question. Ok. Plus de Il la reste. rhétorique, l'examen finalement. Excuse-moi, tu peux répéter, Ludivine? C'est plus de la rhétorique qu'autre chose, l'examen. C'est juste basé sur la bonne articulation de mots-clés au bon endroit, justement bien mis, quoi. Plus Justement que bien mis, l'examen. surtout pour répondre aux différentes questions. Et c'est vrai que c'est là où c'est peut-être le plus délicat. C'est de la rhétorique, c'est de la rédaction, euh, mais surtout essayer de. Alors c'est pour ça que j'ai pas de contexte moi proprement dit, donc je peux pas forcément me rattacher à un sujet. C'est pour ça que j'essaye de prendre des différents exemples, mais d'essayer toujours de vous rattacher au contexte du sujet en disant ben voilà, il me pose une question qui m'a l'air un peu large. Bon, je vais quand même lui dire que j'ai compris le sujet et que là, il parle de logiciel. Donc, si je planifie une réunion, je vais le faire avec un développeur ou bien dans le cahier des charges pour quantifier quels sont les moyens nécessaires. Bah, certainement un développeur, certainement un, un architecte informatique, etc., etc. Bon, voilà, c'est l'idée de pouvoir vous dire, bah, par rapport au contexte, de pouvoir rattacher un petit peu vos réponses qui paraissent, en tout cas moi ce que je vous donne en termes de généralisme, de le rattacher à des exemples qu'il y a dans le contexte. Du coup, quelles sont les plus grosses difficultés à part le temps, la gestion du temps? Quelles sont les plus grosses difficultés de l'examen euh, bon, on a fait tout le parcours, on a à peu près compris. Qu'est-ce qui va faire que ça va être difficile à part la gestion du temps et du coup, voilà, la difficulté de répondre à toutes les questions. Donc, en effet, le temps c'est primordial, mais ce qui est sûr, c'est de pouvoir avoir toujours ce raisonnement et cette prise de recul. Donc, à la fois cette prise de recul pour vous dire, ben voilà, un chef de projet devrait raisonner de cette manière-là, mais aussi dans le concret, essayer de se mettre dans le bain du contexte qui est peut-être pas toujours celui que vous affectionnez. Mais ouais, c'est le plus dur, ça va être surtout de te mettre dans le contexte du sujet qui est proposé pour que l'examinateur puisse se dire, bon, bah, en fait, elle est bien dedans, elle a compris ce dont ça parlait, et quand je lui pose une question, bah, elle se rattache au sujet et elle sait me répondre par rapport au sujet. Donc ça, c'est ce qui est parfois un petit peu délicat. Mais le contexte est suffisamment bien expliqué, bien détaillé, pour avoir suffisamment d'exemples et de matière pour répondre aux différentes questions.
il y a un peu aussi voilà, du vocabulaire parce que c'est vrai que selon les entreprises, les postes sont pas forcément nommés de la même manière, etc. Enfin, là, tu parlais de développeur ou bon, ça peut être Oui, après, une j'ose assistante, je sais imaginer, pas quand je dis quoi. développeur, en effet, faut connaître le sujet, mais il me semble que si des acteurs sont présentés, ils vont vous dire ce pourquoi ils sont engagés dans le projet, par exemple. Donc, ça vous permet de comprendre, ça te permettra de comprendre quelles sont ces différentes tâches, quelles sont ces activités, et du coup, à quoi ils veulent servir ou comment le quantifier dans le projet. Ok. C'est un sujet assez complet, quoi. Oui, oui, il n'y a pas de, il y a pas de loup. Si vous pouvez répondre aux questions, c'est parce que vous avez suivi la formation, parce que vous avez compris comment un chef de projet fonctionne, raisonne, et c'est pourquoi on vous pose des questions. Sinon, on poserait des questions à n'importe qui n'aurait pas suivi la formation et serait capable d'y répondre, mais là, ce n'est pas le cas. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un juste milieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, si d'autres vous surviennent d'ici là, n'hésitez pas à m'adresser vos questions par mail. Je tâcherai d'y répondre. En tout cas, je vous souhaite de réussir. Merci. C'est tout le mal que je vous souhaite, surtout pour démarrer cette nouvelle année. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci à vous et à bientôt, j'espère. Enfin, j'espère. Au revoir tout le monde. Pas, Bonne soirée. Merci beaucoup.